Anne, je vais vous donner la parole. Je crois que chacun d'entre vous, vous avez un fascicule avec non, ah non, alors je vais peut-être être un peu plus précis. Alors je pensais qu'il y avait un fascicule qui avait été donné, mais alors je vais donc en dire un petit peu plus maintenant sur les invités. Donc je vais donner la parole à Anne Larcher. Alors Anne Larcher donc, est directrice à titre bénévole, je le disais, du CFPE Enfants Disparus. Elle est responsable de la communication, du développement et des actions sociales du CFPE établissement, et elle a mené sa vie professionnelle dans le monde de l'enfance ou de la protection de l'enfance. Voilà. Anne, nous vous écoutons. Je vous donne à vous préférer. Oui, alors comme vous préférez, voilà. Vous choisissez, ça peut être au pupitre, ça peut être à votre place. Chacun est libre de son intervention. Le 2 mai 2012, le CFPE Enfants Disparus a repris les activités du 116 000 enfants disparus, qui était un service de la Fondation pour l'enfance, qui existait depuis 8 ans alors. Donc maintenant, ça fait 16 ans presque que le suivi des enfants disparus existe en France. Il était déjà en charge, ce service de la Fondation pour l'enfance, du 116 000 depuis son instauration en France en 2009. Donc c'est un numéro d'appel d'urgence qui est relativement récent, avec une expérience d'accompagnement des parents qui ne date pas de très longtemps. Toutefois, le nombre de dossiers suivis commence déjà à être suffisamment important pour qu'une réelle expertise soit donnée. Le numéro européen a été instauré en Europe en 2007. Lorsque nous avons repris cette activité de conseil et de soutien, la problématique des disparitions d'enfants se déclinait, comme l'a rappelé Madame la Ministre, en 3 volets: fugues, enlèvements parentaux et disparitions inquiétantes. D'ailleurs, nos dossiers sont encore classifiés de cette manière: fugues en vert, jaune, disparition, enlèvements parentaux, et rouge, disparition inquiétante. Et les couleurs ne sont pas anodines. Toutefois, si les 2 termes fugue et enlèvement parentaux semblaient avoir des contours bien définis, la terminologie disparition inquiétante nous a d'emblée posé davantage de questions. Nous nous sommes interrogés en particulier sur ces critères qui pouvaient définir une disparition inquiétante. Nous nous sommes tournés à ce moment-là vers ce qui était communément admis dans les forces de police, et on en a discriminé, on les a listés. Donc c'était une personne de moins de 13 ans, une personne disparue avec un handicap mental ou physique ou une pathologie très marquante, une personne qui pouvait se trouver en danger de mort, le peut-être étant recouvrant énormément de choses, une personne qui pouvait être, comme l'a rappelé la ministre pour les fugues de jeunes, en compagnie d'un tiers qui pouvait constituer une menace, ou une personne qui risquait d'avoir été victime soit d'un fait délictueux ou d'un accident. Et enfin, une personne dont l'absence était en contradiction notoire avec son comportement habituel. Tous ces critères-là recouvrait un certain flou. On voyait la part de subjectivité qui pouvait y mettre et être mis à chaque fois. D'autant plus que nous avons vite remarqué que le critère de l'âge n'était lui-même pas un critère suffisant pour déterminer une disparition vraiment inquiétante. D'expérience, nous voyons que des services enquêteurs ne vont pas lancer des recherches effrénées à chaque fois qu'un enfant de 12 ans, quand il est hébergé dans une maison d'enfants ou dans une famille d'accueil, tarde à rentrer chez lui. Et ça, c'est bien normal. Mais de la même façon, nous nous sommes aperçus qu'il était très difficile pour des parents de faire admettre que le fait que leur garçon de 17 ans ne soit pas rentré à la maison à 11h du soir était tout à fait inhabituel et que ça représentait à leurs yeux un caractère particulièrement inquiétant. En définitive, nous pourrions dire que sous le dénominatif disparition inquiétante, on classifiait en fait toutes les disparitions qui n'étaient ni liées, semble-t-il, à la volonté du jeune, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas vraiment dire que c'était une fugue, ni à celle d'un des parents, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas parler de soustraction d'enfants. Et à ce moment-là, toutes les raisons possibles étaient mises sous ce qualificatif de disparition inquiétante: les enlèvements criminels, les disparitions d'enfants très jeunes, 4-5 ans, les disparitions d'enfants malades ou handicapés, de mineurs susceptibles d'attenter à leur jour, c'est le cas pour les mineurs qui ont plus de 15 ans en général, ou bien d'avoir été victimes d'un accident.
Le CFPE, enfant disparu, qui ne procède à aucune recherche, voyait mal son implication dans telles circonstances, hormis dans la diffusion d'avis de recherche et dans le relais des alertes enlèvement. Cependant, cette catégorie disparition inquiétante continuait à nous préoccuper beaucoup. En 2012, quand nous avons repris l'activité de la Fondation pour l'enfance, les chargés de dossiers qui suivaient les parents et qui les accompagnaient étaient tous juristes. Ils avaient développé une compétence toute particulière en ce qui concerne les soustractions d'enfants, qu'on l'on nomme communément enlèvements parentaux, et la majeure partie des accompagnements à long terme portait sur ce type de dossier. L'expérience de l'association permettait alors de constater le caractère souvent très peu inquiétant aux yeux des forces de l'ordre des disparitions d'enfants dans le cadre familial. Par principe, un enfant ne court pas de danger avec son autre parent, surtout s'il est avec sa maman. Par principe, les affaires familiales ne relèvent pas de l'ordre public. Et c'est bien connu, rien ne peut être entrepris si un jugement n'a pas été préalablement décidé, c'est-à-dire que s'il n'y a aucune procédure, eh bien, le papa ou la maman a bien le droit de partir où il veut avec son enfant. Il s'agit malheureusement là de la réaction extrêmement fréquente de policiers et de gendarmes déjà très sollicités pour des faits criminels et qui sont mal à l'aise dans ces circonstances. Et pourtant, nos chargés de dossiers sont souvent confrontés à des situations dans lesquelles toute trace des enfants est perdue, sauf faute d'une intervention rapide pour faire cesser ce qu'on pourrait appeler la cavale du parent rapteur. On pense à Anouk, enlevée par sa maman à l'âge de 4 ans, il y a 7 ans en Guyane, ou à Habib, disparu depuis le 19 janvier 2014 et dont le père rapteur a été retrouvé décédé. Il n'y a aucune trace de vie de ces enfants depuis leur disparition. Il est difficile de s'enlever de la tête qu'une meilleure réactivité de la justice ou de la police aurait permis de trouver des traces de leur parcours et peut-être d'aider à les retrouver plus vite. Oui, certaines soustractions d'enfants deviennent des disparitions inquiétantes. Oui, certains enlèvements parentaux aboutissent dramatiquement non seulement à une rupture du lien, ce qui est déjà épouvantable, mais aussi à une totale incertitude sur le devenir de l'enfant. Toute la complexité pour le représentant des forces de l'ordre qui reçoit la déclaration de disparition, mais aussi pour les chargés de dossier du 116 000 qui accueillent la parole des enfants, des parents, leurs demandes, leurs questionnements, et de discriminer le caractère particulièrement inquiétant de la situation exposée. Les appels faits au 116 000 ne concernent pas tous, loin s'en faut, des non-représentations d'enfants ou des soustractions d'enfants. Un grand nombre sont le fait de parents d'enfants fugueurs ou désignés fugueurs. Quelques-uns concernent également des disparitions qui ont été qualifiées d'inquiétantes d'emblée par la police ou la gendarmerie, mais où les choses n'évoluent pas. À la faveur de la réorganisation de l'association, il y a 1 an, et l'extension du temps où on rappelle les parents, donc le temps où travaillent les chargés de dossier. Alors je fais une petite parenthèse pour expliquer que le 116 000 fonctionne en 2 temps. Il y a un premier temps où des écoutants reçoivent les appels des parents en urgence, et ceci 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et de façon gratuite. Il y a un deuxième temps, alors les écoutants vont écouter les parents, constituer un démarrage de dossier, donner les premiers conseils et les premières indications s'il y a des procédures à faire en urgence, comme une IST ou une OST, donne les premiers conseils aussi pour rechercher les parents. Bien entendu, le tout premier conseil qui est donné avant même que l'écoutant soit, que l'appelant puisse être mis en contact avec l'écoutant, et de renvoyer évidemment aux forces de police et de gendarmerie pour faire une déclaration de disparition. Mais donc ce premier temps d'écoute est suivi par un rappel des chargés de dossier qui vont rappeler les parents le plus rapidement possible en horaire de bureau, et maintenant du lundi au samedi soir, et qui vont constituer un dossier pour accompagner les parents tout au long de la disparition de l'enfant, ce qui peut être pendant 5, 6 ans, 9 ans, comme on a le cas pour des dossiers que nous avons repris de la Fondation pour l'enfance. Donc nous avons réorganisé notre cellule de suivi et nous avons recruté à cette occasion-là des psychologues et des stagiaires psychologues. Cela nous a permis d'approfondir l'accompagnement des fugues. Et lorsque nous avons cessé de simplement aider les parents à faire déclarer la disparition de leurs enfants auprès de services de police et de gendarmerie qui traînaient un petit peu pour recevoir la plainte, ou bien
pour les aider à avoir une interaction avec des services enquêteurs qui n'avaient aucune nouvelle et qui donc ne savaient pas trop comment communiquer avec ses parents auxquels ils n'avaient rien à dire. Donc relancer un petit peu les services enquêteurs pour les remettre en contact avec les parents. Nous avons décidé d'être beaucoup plus actifs et à ce moment-là de contacter régulièrement les parents d'enfants fugueurs, de pouvoir, malgré les 200 dossiers que chacun de nos chargés de dossier a sur sa table, d'être proactifs et d'appeler les parents pour prendre des nouvelles des disparitions. Nous nous sommes rendus compte que certaines fugues duraient très longtemps, beaucoup trop longtemps, et qu'elle demeurait totalement silencieuse. C'est-à-dire que le fugueur ou la fugueuse non seulement ne contactait plus ses parents, mais ne donnait plus aucun signe de vie à aucune des personnes de son entourage. Et que de la même façon, les services enquêteurs n'avaient aucun élément indicatif d'une présence quelque part. Il n'y avait aucune amende de chemin de fer, par exemple. L'enfant n'avait été signalé ou envisagé comme délinquant dans un endroit quelconque. Notre accompagnement s'est donc modifié et nous avons fait émerger des cas de fugues déclarées qui duraient beaucoup trop longtemps, 1 an, 2 ans, ce qui nous a permis d'aider les parents à faire requalifier ces fugues en disparition inquiétante. Donc nous pensons au cas d'Axel Merkel, qui est partie chez elle en avril 2013 en disant simplement à sa maman « Je vais dormir chez une amie », elle avait 15 ans, mais elle n'est toujours pas de retour 3 ans plus tard, et il n'y a toujours aucune nouvelle de vie d'Axel. De la même façon, Maëva, après une première fugue où elle avait été retrouvée, a récidivé en juillet 2014, et depuis, aucune nouvelle de cette jeune fille, malgré toutes les recherches des services de police. La vigilance de notre chargé de dossier a permis que ces fugues, comme d'autres, soient requalifiées en disparition inquiétante. Nous savons que pendant un certain temps, la justice maintiendra l'enquête si les juges d'instruction sont particulièrement sensibilisés au cas, mais les recherches s'arrêteront un jour et il est fort probable que ces enfants ne retrouvent jamais le lien avec leurs parents. Nous trouvons encore là devant la question des signes qui permettraient de discriminer si le jeune se trouve dans une situation de danger réel ou imminent ou si son comportement participe de conduites à risque propres à l'adolescence. Dans le premier cas, on peut craindre que le jeune ne revienne pas du tout, ne parvienne pas à se sortir de la situation dans laquelle il s'est mis. Dans l'autre, on peut espérer qu'un jeune qui simplement est dans une crise d'adolescence va revenir prendre des contacts même fugitifs avec sa famille et qu'avec l'aide des psychologues de nos services, on parviendra à resensibiliser le lien. Il est essentiel aussi, à nos yeux, de sensibiliser les lieux d'accueil, foyers d'accueil pour adolescents ou familles d'accueil, pour que ce phénomène de la fugue ne soit pas négligé et qu'eux-mêmes soient extrêmement demandeurs auprès des services de police et de gendarmerie pour que soient recherchés les enfants qui fuguent de leur lieu d'accueil. Notre positionnement aux côtés des familles pour la protection des enfants nous a conduit à nous interroger sur la manière dont les services de police catégorisaient les disparitions de mineurs, sur les critères retenus par la justice pour faire rechercher des enfants dans le cadre de soustraction particulièrement. Les appels que nous recevons nous ont rendus plus attentifs aussi à d'autres types de mineurs pour lesquels être perdu de vue semblait plus banal que pour les autres. Madame la ministre a bien voulu les citer. Les mineurs étrangers isolés, les jeunes de plus de 16 ans, les garçons et les filles qui donnent l'apparence d'être plus âgés. Parce que c'est vrai que sur les photos des avis de recherche, quand une jeune fille de 14 ans est très maquillée, prend la pose selfie qu'il faut à l'heure actuelle et qui finalement pourrait passer facilement pour une jeune fille de 19 ans, la stimulation pour la recherche est fortement amoindrie et même les diffusions des avis de recherche sont moins relayées. Nous avons été alertés aussi par des parents déclarant la fugue de jeunes filles. Au départ, les appels que nous recevions, c'était « ma fille est partie pour aider les enfants malheureux en Syrie » ou de personnes signalant le départ de leur ex-conjoint vers ces zones de conflit. Enfin, en ce lendemain du 25 mai, Journée internationale des enfants disparus, il y a autre chose sur lesquelles nous voulons interpeller aussi et pour lesquelles peut-être nous aurons une réponse aujourd'hui, qui est le chiffre des enfants qui ont disparu. Les journalistes nous réclament régulièrement ce chiffre et nous posent la question. Combien d'enfants ont-ils disparu dans les 10 dernières années ?
Combien dans les 20, combien dans les 30? Et ce chiffre, nous sommes incapables de le donner. Nous recensons sur le site du 25 mai, nous avons créé un site pour faire mémoire des enfants disparus, donc le site 25mai.fr. Nous recensons les affaires qui datent depuis très longtemps ou les affaires un peu plus récentes. Nous hésitons à mettre des disparitions de 1 ou 2 ans parce que nous gardons l'espoir que cette disparition se résoudra de façon optimale. Et nous avons le cas d'une jeune fille dont nous craignons le pire pour elle et qui est revenue après 2 ans de disparition, qui un jour, au lendemain de ses 18 ans, assez curieusement, a téléphoné à une tante en disant « je veux rentrer à la maison ». Elle était dans une situation assez dramatique, mais elle a eu ce recours de revenir dans sa famille. Donc nous ne voulons pas dire que les enfants qui ont disparu depuis 2 ans sont disparus à jamais, je dirais d'une certaine façon. Mais même ce chiffre des disparus à jamais, depuis 30 ans, depuis 20 ans, nous n'arrivons pas à en avoir une vue exacte et nous ne pouvons pas faire une liste exhaustive de tous ces enfants. Nous espérons aussi que des critères qui pourront qualifier mieux les disparitions et donc amener à des procédures telles que l'alerte enlèvement qui, parce qu'elle est très définie avec des critères très précis, manifeste une vraie réussite. Nous espérons que ces critères-là pourront être émergés de la réunion d'aujourd'hui et nous voulons aussi que soit porté un regard sur les disparus jamais retrouvés. Voilà toutes nos attentes et voilà nos préoccupations. Je vais jouer au journaliste, Anne, si vous voulez bien, avant de donner la parole à Magali Hérault. Même si vous ne pouvez pas donner un nombre précis, on peut quand même donner un ordre de grandeur, des fourchettes, non? Ou même ça, c'est difficile. Pour les enfants tout petits, c'est facile parce que ça donne toujours un grand émoi médiatique. Et donc, en fait, ça devient un fait divers qui est connu pratiquement de tous, même s'il est relativement vite oublié. Puisque quand on avait fait une enquête grand public en demandant aux gens d'évoquer des prénoms d'enfants disparus, à grand-peine, les gens évoquaient Estelle Mouzin, c'est le seul prénom qui leur venait. Tous les autres étaient déjà oubliés. Et Estelle a disparu il y a maintenant plus de 10 ans. Donc voilà. Par contre, tous les autres qui ont disparu de façon silencieuse, ceux-là, moi je pense que non, on peut pas évaluer leur nombre. Même en fourchette. Enfin, à moins que la police puisse nous le dire aujourd'hui. Oui, non, parce que je pense que moi, je suis quand même étonné, en tant que journaliste moi-même, de la faible... Je trouve que c'est peu médiatisé, finalement. Enfin, il y a une médiatisation locale très forte au moment où parce qu'il peut y avoir des disparitions très médiatisées, parce que ça recoupe des affaires criminelles, par exemple, ou des choses comme celle-là, des faits divers. Mais globalement, c'est un sujet dont on parle peu, finalement, moi, je trouve, dans le fond, en tous les cas. Hein. Je ne parle pas en termes de faits divers, mais dans le fond, on en parle peu. Et je pense que si on arrivait à mieux le quantifier, peut-être que ça aiderait, je ne sais pas, à mieux le cerner justement et à mieux en parler. Mais enfin, on pourra y revenir tout à l'heure dans nos échanges.